C'est pas ce que vous faites, mais ce que vous êtes. C'est là qu'on reconnaît quand c'est une haine obsessionnelle. C'est un des critères pour reconnaître quand quelqu'un vous déteste pour ce que vous êtes, pas pour ce que vous faites, et quoi que vous fassiez, il ne vous accepte pas. Depuis le 7 octobre, les interrogations sur l'avenir des Juifs en Europe et en France se sont multipliées. En France particulièrement, la hausse des actes antisémites, les tensions autour d'Israël et le climat politique alimentent les inquiétudes d'une partie de la communauté. Et ces dernières semaines, Dov Maimon a créé le débat en publiant d'abord une lettre ouverte au réalisateur israélien Nadav Lapid et puis en affirmant sur Radio J il y a quelques jours que les Juifs de France devraient faire leur valise. Prise de position forte qui soulève de nombreuses questions. Pour en parler, nous sommes heureux de recevoir Dov Maimon. Dov, bonjour. Oui, bonjour Olivier, bonjour chers auditeurs. Shavuot Tov, vous êtes chercheur au Jewish People Policy Institute et spécialiste aussi donc des affaires liées aux communautés juives dans le monde. On va en parler à la fin de la journée, mais à la fin de cette interview. Mais vous avez aujourd'hui une grande réunion, un congrès qui se tient à Jérusalem. On en reparlera dans un instant. Mais nous allons commencer, Dov, par l'affaire Nadav Lapid, le réalisateur israélien qui s'est retrouvé au cœur d'une polémique en France après avoir été écarté du jury du Festival international du film de Marseille, la suite de pressions et d'appels au boycott de plusieurs cinéastes. Et puis l'ironie de l'affaire, c'est que Nadav Lapid est lui-même un critique virulent du gouvernement israélien et de la politique menée par ce gouvernement, que ce soit à Gaza ou au Liban. D'abord, qu'est-ce que vous avez écrit, qu'est-ce que vous avez voulu faire passer comme message à Nadav Lapid ? La première chose, c'est que cette lettre ouverte à Nadav Lapid n'est pas de moi, et d'un groupe de gens qui ont réfléchi et qui ont dit qui m'ont demandé de la publier, donc je l'ai publiée. Maintenant, par rapport à Nadav Lapid, en fait, on va essayer de reprendre encore une fois ce que l'on essaye de faire dans le centre de recherche dans lequel je travaille, c'est qu'on essaye de prendre de la hauteur et de voir est-ce qu'il y a un phénomène. Est-ce qu'il y a une corrélation entre tout ce que vous avez décrit tout à l'instant, Olivier? À savoir, on sait que quand il y a de l'antisémitisme, ça crée une polarisation. Un certain nombre de Juifs se sentent rattrapés par leur dignité, rentrent dans le ghetto, rentrent dans la communauté. Et puis, par contre, une grande partie des Juifs vont diminuer leur profil juif pour essayer de se faire oublier, pour pas créer du malaise autour d'eux. Et puis, certains vont aller encore plus loin. C'est ce qu'on appelle dans l'histoire la haine de soi. Des gens qui vont essayer de cracher sur leur peuple, sur leur nation, etc., pour essayer de se faire accepter. On a connu des phénomènes absolument tragiques et pathétiques pendant la Deuxième Guerre mondiale, etc. Donc ce phénomène n'est pas nouveau, hein. On était 8% de l'Empire romain, on devrait être 200 millions. Donc aujourd'hui, nous sommes tous les Juifs qui restent aujourd'hui, sont les survivants de ceux qui ont choisi d'assumer leur altérité, ceux qui ont quitté l'Égypte, ceux qui ont quitté l'Espagne, ceux qui ont quitté l'Allemagne, ceux qui ont quitté et qui ont resté juifs et qui ne sont pas assimilés, qui n'ont pas disparu. Et puis beaucoup ont finalement nagé avec le courant, ont disparu. Donc on a on a le cas là, on a un cas absolument aberrant et qu'on va trouver encore dans d'autres, un peu partout dans le monde. Donc c'est une guerre mondiale depuis le 8 octobre contre le peuple juif qui a été déclarée. Et c'est quelque chose d'important à comprendre. Ça veut dire qu'on a eu une période de grâce après la Shoah, de 70 ans, 80 ans, et puis aujourd'hui, cette période est périmée. On est aujourd'hui dans une phase de guerre totale envers les Juifs, et donc il faut se préparer à tous les scénarios. Et ce que Nadav Lapid a fait, en fait, c'est qu'il a été évincé, en tout cas boycotté de cette réunion de cinéastes à Marseille, de ce festival international à Marseille. Et en fait, il a lui-même pas tellement compris pourquoi. Et c'est ça qui est aussi assez étonnant dans cette réaction. Voilà, bon. Donc on va donner un peu plus de détails pour ceux qui ne sont pas vraiment au courant. En fait, on a vraiment quelqu'un qui a dit que l'hymne national israélien, la Tikva, est un hymne génocidaire. C'est quelqu'un qui considère non seulement que le 7 octobre où on a eu des viols, des massacres, etc., c'est quelque part, il faut comprendre le désespoir des Palestiniens. Il a pris vraiment toutes les positions possibles, les plus haineuses, pour justifier le juif de service, l'israélien de service qui permet aux gens. Il a essayé de faire tout ce qu'on pouvait faire. Il était jusqu'au bout. Comme une femme qui aurait été jusqu'au bout d'aller satisfaire un amant qui la déteste. Et voilà, là c'est à peu près ce qu'on a. On a une affaire et c'est quelque part quelque chose qui est paradigmatique.
Et on va en voir plusieurs, malheureusement, dans l'histoire, on en connaît beaucoup. Donc on a quelqu'un qui allait jusqu'au bout. Imaginez tout ce qu'on peut dire, il a dit. On n'a pas vu de limite. Et puis finalement, il s'est fait attraper parce que il a quand même pris l'argent israélien pour faire ses films, comme quand Israël serait un pays d'apartheid, de pourriture, de totalitarisme, mais quand même qui finance des gens qui crachent sur leur propre pays. Hein. On a quand même des financements israéliens pour faire des films qui sont complètement libérés de toute idéologie. Et pourtant, et c'est là-dessus qu'il s'est fait. Il s'est fait attraper. Et c'est là-dessus qu'on lui a dit, ah monsieur. Et donc, en fait, on lui reproche d'être juif. C'est-à-dire qu'il a essayé de faire oublier qu'il était israélien, qu'il a créché sur Israël, mais finalement, c'est le titre d'un article qui est paru dans Haaretz, hein, cette semaine, sur Nadav Lapid, qui dit, mais il a oublié qu'il était quand même resté juif. Il n'a pas réussi à s'en débarrasser et on ne lui a pas pardonné. Alors, est-ce que ça veut dire, en fin de compte, Dov, que peu importe vos positions, et on voit que les positions de Nadav Lapid sont vraiment extrêmes, hein, on peut le dire, peu importe les positions, en fait, en fin de compte, ce qui importe pour les gens, pour les ennemis d'Israël et pour les ennemis des Juifs, c'est le fait de votre identité. Voilà, c'est pas ce que vous faites, mais ce que vous êtes. C'est là qu'on reconnaît quand c'est une haine obsessionnelle. C'est un des critères pour reconnaître quand quelqu'un vous déteste pour ce que vous êtes, pas pour ce que vous faites, et quoi que vous fassiez, il ne vous accepte pas. Un peu comme les Israéliens par rapport au Hamas, on a beau les gens qui étaient les kibboutz, qui étaient au bord de Gaza, et qui ont tout fait, ben, on avait la fin, on ne veut pas de vous, on ne veut pas de vous. Et c'était la même chose en Algérie pour les Français ou les Juifs d'Algérie qui ont été massacrés au moment de la guerre d'Algérie, ben c'était on ne veut pas de vous. Même plus vous allez être coopérant, plus vous allez les aider, plus vous allez essayer de comprendre, parce que le but, la force qui vient à l'intérieur, en vérité, c'est une force extrêmement juive. Cet aspect de dire, mais je veux vous comprendre. C'est ce qu'on doit. On éduque nos enfants à aller vers ce sens-là, à aller comprendre l'autre, se mettre dans ses chaussures, essayer de justifier ce qu'il a. Et là, ça ne marche pas. À un certain moment, il faut savoir que ce qui existe au niveau interpersonnel ne fonctionne pas avec les peuples qui à un certain moment ne vous supportent plus, ne veulent plus de vous. Un peu comme une femme qui ne veut plus d'un homme qui lui dit mais va-t'en, j'en ai marre de toi. Et lui, il essaye de s'accrocher par tous les moyens, de courir après cet amour qu'il a perdu et il a un besoin d'être aimé absolument aberrant. Et c'est vraiment pathétique. C'est la maladie de la galoute, c'est la maladie de la diaspora, de vouloir être aimé. Alors cette ambiance et cette atmosphère qui existe en France, mais aussi en Europe, vous avez fait faire des déclarations qui ont aussi fait pas mal réagir, des déclarations sur Radio J. Vous avez déclaré que les Juifs de France devraient faire leurs valises. Alors quels sont, puisque vous faites partie du GPPI, donc cet institut de recherche très connu en Israël, quels sont les éléments concrets, que ce soit politique, sociologique ou sécuritaire, qui vous conduisent à cette conclusion? Voilà. Mon travail n'est pas de donner des conseils et dire aux gens quoi faire, ce n'est pas mon travail. Mon travail, c'est de donner des éléments pour que les gens puissent faire leurs décisions, en prendre leurs décisions d'une manière éclairée et consciente de ce qui arrive. Donc il faut donner des éléments. C'est comme ça qu'on avait sorti le livre La fin des Juifs de France avec Didier Long. C'est-à-dire on donne des éléments, uniquement des éléments, ce que les gens doivent comprendre. Voilà ce qui est en train de se passer. Nous avons passé la période de grâce après la Shoah. Nous avons donc un antisémitisme exacerbé et libéré. Nous avons un changement démographique. On en a parlé plusieurs fois, c'est la démographie qui pilote, il n'y a rien à faire. Et ben, donc je raconte dans cet entretien justement que les gens se disent non mais peut-être si on a quelqu'un d'autre au gouvernement, si c'est pas Mélenchon mais c'est Bardella, alors ça serait. Je dis non. J'ai fait partie des gens qui ont accueilli M. Emmanuel Macron en 2016 quand il est venu en tant que ministre de l'Industrie en Israël. Il était tout jeune ministre, il était fou amoureux du peuple juif, fou amoureux d'Israël. Et puis il voyait en Israël un modèle d'inspiration. Il a dit je veux que la France devienne une start-up nation. Il a commencé, il était emballé par toute cette histoire. Et puis il est arrivé en poste. À un certain moment, on lui a remis à sa place. Netanyahou lui a dit, monsieur, on a entendu vos conseils, mais restez où vous êtes. On a envie d'avancer, nous, à notre rythme et à nos façons. Vous n'allez pas nous donner du conseil paternaliste. Et puis, il a été briefé par le Quai d'Orsay, il a été briefé par Mobile Energy, il a été briefé par les chiffres de la démographie. Et là, on lui a dit, ça risque de créer des émeutes. Je rappelle que le 21 mai 2025, le jour où le livre La fin des Juifs de France est sorti, il y a eu un rapport. C'est pas que je fais partie des sages de Sion, des protocoles, c'est qu'il par hasard, il se trouve qu'il y a un rapport sur les frères musulmans qui est sorti en France, dans lequel il y avait 2 recommandations. Et ce qu'il faut faire, hein, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut enseigner l'arabe
dès l'école maternelle. La deuxième recommandation, prendre des positions pro-palestiniennes pour éviter de créer des émeutes. Donc, en vérité, peu importe qui sera le président en France, et même s'il était très pro-israélien avant, une fois qu'il sera en poste, il va prendre les intérêts d'éviter les guerres civiles, d'éviter des choses qui peuvent aller très mal en Europe. Donc, et donc, dans cette idée-là, eh ben, évidemment, il va prendre des positions contre Israël et contre les Juifs. Donc, les Juifs, on leur met une cible dans le dos, et c'est, dans une certaine mesure, ils n'ont pas beaucoup de chances de pouvoir s'en sortir, parce que le mouvement entier n'est plus avec eux. On a une situation où la police ne pourra pas les protéger, Ouais. l'État d'Israël ne pourra pas intervenir, envoyer des commandos pour sauver les Juifs. Et en cas d'émeute, et les renseignements territoriaux et d'autres personnes en France et la Commission européenne parlent de scénarios d'émeute au moment entre les deux tours où si tout à coup la gauche ne prend pas le poste, et même si la gauche prend le poste, prend la position de président. Donc en mai 2027, c'est une situation où il y a un scénario possible qui sera un scénario d'émeute, et les Juifs sont les premiers sur la liste. Donc est-ce que ça va se passer? On n'espère que pas, bien entendu, on fait tout pour que ça ne se passe pas, mais malheureusement l'histoire nous a appris que ce qui pouvait se passer se passe. Et quel est le rôle des institutions françaises? Quel doit être le rôle des institutions françaises? Vous dites qu'ils auront du mal à protéger la communauté juive. C'est quand même inquiétant quelque part. Alors, la pérennité d'une communauté juive dans le monde, quand on étudie l'histoire du peuple juif en général, c'est de savoir non pas s'il y a une intensité de la vie juive, parce que l'intensité de la vie juive est extrêmement forte en France. En 1939, le judaïsme polonais était à son apogée, ça n'a pas garanti sa survie. Ce qui dépend, c'est est-ce que les pouvoirs publics, les institutions régaliennes vont le protéger. Pour l'instant, ce qu'on voit, c'est qu'en France, il y a un cadre juridique très fort, mais ça ne marche pas du tout. L'antisémitisme ne se fait qu'augmenter. Alors, aux États-Unis, celui qui a assassiné à Pittsburgh 18 juifs, il a été non seulement jugé, mais condamné, il va passer à la chaise électrique. Est-ce qu'on a vu que les assassins de Sarah Halimi ou de Ilan Halimi sont passés à la chaise électrique, ont été punis vraiment? Alors on voit qu'il y a un phénomène qui est non seulement le cadre juridique, mais l'application concrète. Donc nous, ce qu'on fait, c'est qu'on regarde avec intelligence artificielle tous les différents pays, et on arrive à voir que en Europe, quand je parle vraiment pas de la France ici, je parle de l'Europe entière. Oui, bien sûr. L'Europe entière, on est dans une situation où on a 23 pays qui ont des plans contre l'antisémitisme, avec un commissaire responsable, le responsable du combat contre l'antisémitisme, 20 pays parmi eux, et puis finalement le résultat est zéro pointé. Donc ces gens-là, alors ils disent qu'ils ont beaucoup de paroles, beaucoup de grands discours, mais quand ça arrive en pratique, finalement, ils ne protègent pas les Juifs. On voit que les gens donc combien de pourcentage on voit aux États-Unis? Voilà, Trump a voulu arrêter l'antisémitisme, il a mis 600 millions de dollars sur l'université de Columbia parce qu'il rentre pas dans Title VI, il arrête les financements des universités qui font de l'antisémitisme. On aurait pu faire ça avec Sciences Po Paris, Sciences Po Lyon, Sciences Po Grenoble, on pourrait le faire sur d'autres endroits. On ne voit pas que c'est fait en France, c'est pas fait. On voit que les choses ne sont pas protégées, ça ne marche pas. L'État ne prend pas les moyens de protéger les Juifs. Alors on met des policiers dans les synagogues, mais c'est pas comme ça. Il faut dire que le sang juif, celui qui a du sang juif sur les mains, eh ben, il est véritablement puni. Il faut que les gens comprennent que les Juifs ne sont pas un exutoire de toute la colère du monde entier, comme ça a été souvent dans le cas des pogroms. Voilà. On organise aujourd'hui une grande conférence. J'ai encore une question qui concerne aussi la France et l'Europe. Et surtout, je suppose que vous avez un dialogue avec les communautés juives en France, les autorités de la communauté juive en France et en Europe. Est-ce que vous êtes entendu? Quel est le type de dialogue que vous avez avec eux? Comment ils réagissent à votre discours, à ce que vous dites, qui est très inquiétant? Je suis pas là pour inquiéter, je suis en train de raconter ce qui se passe. Est-ce que les communautés, est-ce que les pouvoirs publics, est-ce que les institutions juives sont en mesure d'agir? Le pouvoir est extrêmement divisé en France. Il y a des gens qui s'occupent de religion, mais moi, c'est pas mon rôle. J'entends ce que vous dites, mais c'est pas mon rôle. Il y a des gens qui vont s'occuper de la mémoire de la Shoah, ils disent, oui, mais moi, je m'occupe de la mémoire Shoah. Je leur dis, mais il faut éviter la Shoah de demain. Enfin, ah non, mais nous, on s'occupe du passé, donc c'est pas mon rôle. Et chacun va vous dire, c'est pas mon rôle, c'est pas mon rôle, c'est pas mon rôle. On se dit, mais encore, il y a des émeutes. Encore, il y a des émeutes comme en juin 2023 et que ça dure pas 5 jours, mais ça s'étend sur 6 semaines, comme certains renseignements français disent. Et si on a des choses qui vont un peu plus graves, alors qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce que vous avez des plans pour protéger ces gens qui vivent dans ce qu'on appelle du homejacking? Est-ce que vous avez des plans, etc.? Chacun dit, mais non, on peut pas, c'est la police qui est censée faire ça. Est-ce que la police va protéger? Est-ce qu'ils ont protégé Sarah Halimi avec les 53 policiers qui étaient en bas? Et de la même chose par rapport au Bataclan. Est-ce qu'au pogrom de Constantine, la
la police a protégé les Juifs? Est-ce qu'on connaît l'histoire de la France? On sait son histoire avec Vichy, on sait son histoire avec les Harkis, on sait comment la France se comporte envers les minorités, même avec les Kanaks, etc. On sait comment la France a une tendance à dire nous allons suivant l'intérêt national supérieur et nous sommes capables aussi de ne pas forcément protéger des petites parties de la France pour l'intérêt supérieur. Donc on a dans la culture de la France, on a un véritable problème, mais c'est pas seulement en France. 86% des Juifs anglais considèrent qu'ils n'ont pas confiance dans l'État pour les protéger. En France, évidemment, c'est beaucoup plus grave, et au niveau européen, 96%, d'après l'agent des droits fondamentaux de l'Union européenne, hein, c'est vraiment une agence de l'Union européenne qui dit que 96% ont eu un incident antisémite dans l'année qui vient de passer. Donc on a une situation que ne pas avoir les yeux ouverts, je suis pas en train de dire des scénarios alarmés, je suis en train de dire ce que tout le monde sait. Alors juste pour terminer, parce qu'on va vous laisser, parce que vous êtes très occupés aujourd'hui, se tient aujourd'hui à Jérusalem la conférence du JPPI consacrée à la cohésion de la société israélienne, en présence du président Yitzhak Herzog, avec pour terme la cohésion dans la discorde. De quoi vous allez parler aujourd'hui, Dov? Voilà, alors bon, évidemment, ce qui apporte beaucoup plus pour l'État d'Israël, c'est ce qui passe en Israël. On essaye de faire parler de la diaspora et d'avoir une écoute, une oreille pour ce qui se passe en diaspora, mais c'est ce qui se passe en Israël même qui est en train de se passer. Nous avons une situation extrêmement exceptionnelle. Donc nous, on a tout un système où on fait énormément de sondages. Et on a des centaines et des milliers de sondages de chiffres qui nous disent qu'est-ce qui est en train de se passer depuis 7 octobre, aussi bien le retour du religieux, l'inquiétude par rapport à la division qui est liée au modèle politique israélien dans lequel on a. Les gens sont extrêmement confiants dans leur avenir, ils sont tous confiants que leurs petits-enfants vivront beaucoup mieux, et d'un autre côté, ils ont peur de cette tension qui est liée aussi par des politiciens qui animent cette violence, des petits groupes minoritaires dans la politique israélienne qui imposent leur volonté contre la volonté de la majorité silencieuse. Donc on essaye de reconstruire une constitution en Israël, donc avec les chefs des différents partis israéliens qui vont venir à cette conférence, et le président bien entendu, et qu'on essaye de penser non seulement l'histoire du peuple juif, le peuple juif en Israël et en diaspora, nous sommes tous dans le même bateau, il faut se penser en tant que groupe, et ce qui se passe en Israël impacte ce qui se passe en diaspora, il est fort de recoller les morceaux, ici comme là-bas, entre les Juifs d'Israël et de diaspora, qui d'ailleurs, les Juifs entre Israël et diaspora se sont renforcés énormément les liens depuis le 7 octobre, malheureusement pour des mauvaises raisons, on est tous dans le même bateau et nous sommes réinventés des millions de fois dans l'histoire du peuple juif et cette fois-ci aussi, nous devons repenser les modalités de ce renouveau juif qui va faire que le peuple juif sera de mieux en mieux et de plus en plus proche de son identité. Voilà, très bien. Merci beaucoup. Bonne journée pour cette conférence qui aura lieu à Jérusalem aujourd'hui. Merci beaucoup, Dov Maimon, d'avoir été ce matin avec nous sur Studio Kelita.